C'est un livre qui nous réunit, un livre mais aussi et surtout un titre, Les Alpes du futur, qui donne évidemment une perspective. Pourquoi avoir fait ce livre ? Il m'apparaissait que dans les Alpes qui changent, on se pose beaucoup de questions, sur ce qui se passe actuellement, on est inquiet du futur, mais il nous manque souvent la case du passé, et c'est proprement ce passé-là qui est challengé, parce qu'on le vit encore actuellement, et faire passer nos réflexions par le futur, pour réinterroger les défis du futur via le passé, me semblait un moyen assez consensuel de rassembler les gens sur quelque chose qui est consensuel, le passé, notre héritage, et essayer de se mettre autour de la table pour réfléchir à ces Alpes qui changent, et je les ai appelées les Alpes du futur. Avec aussi l'idée de présent possible, c'est un des termes employés dans le livre. Avant de penser futur, il y a l'obligation de penser à des présents proches et surtout possibles. Bien sûr, parce qu'on peut le dire que le passé et le futur n'existent pas vraiment. Ce qui existe, c'est toute une série de présents à travers les Alpes, et le futur sera fait de ce qu'on fait actuellement. Et plutôt, on se mettra en place pour savoir ce que l'on veut vivre plus tard dans des Alpes que j'appelle vivantes, vivables, habitables, habitées. Eh bien, il est important de se remonter les manches dès maintenant. Dans les travaux que vous menez, vous vous appuyez évidemment sur l'histoire. Comment les images du passé, parfois dépassées, vous aident dans la perspective de solutions nouvelles ? Disons, on envisage souvent les Alpes ou les sociétés humaines à partir de nos propres biographies, c'est-à-dire les Alpes auraient commencé dans les années 60, 70, 80, or elles existent depuis des milliers d'années. Donc manifestement, ces Alpes ont été aménagées, rendues vivables, habitables par des gens depuis des 20, 30, 40, 50 générations. Eh bien, de nouveau, on a un challenge, et le challenge s'appelle le dérèglement climatique. Donc, a priori, si on se relève les manches, vu nos moyens technologiques, notre capacité aussi à réfléchir ensemble, nos moyens de communication, nos moyens économiques, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. C'est la transition en montagne qui nous réunit aussi aujourd'hui. Existe-t-il dans l'histoire des moments qui ressemblent à ce que nous vivons aujourd'hui ? Sans doute qu'au XXe siècle, les Alpes ont connu une transition, c'est-à-dire de l'agriculture vers le tourisme. C'est-à-dire, là, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait de l'objet tourisme dans nos territoires ? Il y a 70 ans, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait de l'objet agriculture ? Et pourquoi pas tenter le tourisme, qui semble être un levier de création de valeur fantastique, qui permet de maintenir les gens à l'année, d'avoir un boulot à l'intersaison d'artisan, et l'hiver d'être perchman, ou d'être hôtelier, ou d'être moniteur de ski. Et cette question, nos aînés se la sont posés dans les années 50-60. Et ils se sont dédiés avec cœur à créer un système économique viable. Il fallait le faire ? Sans doute qu'ils ont jugé qu'ils devaient le faire à l'aune des conditions de vie liées à une économie agricole, dure, brutale, peu mécanisée, qui obligeait à l'émigration d'une partie des cadets de famille et qui allaient travailler dans les usines, ou qui devaient carrément s'expatrier vers Paris, vers Lyon, et dans d'autres régions, quand on était par exemple de Vénétie ou qu'on était valaisan, on allait en Argentine par exemple, en fait, ou des Savoyards, des Mauriennais qu'on retrouve en Amérique du Sud. L'économie d'avant, alpestre, elle n'est pas enviable, et c'est tout le défi, c'est que vouloir baisser en intensité dans le domaine touristique réveille des peurs qui seraient peut-être, doit-on retourner à l'économie d'avant ? Et c'est, à mon avis, un des éléments de blocage actuels. Coluche disait que la guerre est un sujet bien trop sérieux pour être géré par des militaires. Avez-vous le sentiment que c'est aux montagnards de penser la montagne de demain, ou sont-ils aujourd'hui, au vu du modèle, déjà hors jeu ? Disons qu'il y a une vraie tradition en France et en Europe généralement qui est de parler des montagnards depuis la plaine, c'est-à-dire que ceux qui parlent de la montagne essentiellement sont ceux qui la connaissent pas. À l'inverse, ceux qui la connaissent vraiment n'en parlent pas. On est donc dans un enjeu à la fois de prise de distance vis-à-vis de ce vieux modèle qui considère les Alpins comme des crétins. Et on en est sorti il n'y a pas si longtemps, et je pense qu'il y a encore ça qui est latent. Donc d'un côté, des urbains qui voudraient dire « faites votre transition au pas de charge », pour faire vite, et d'autre part, des montagnards qui vont dire « rien que parce que c'est vous qui la désirez, nous ne la ferons pas ». Et on dira non par principe. Donc sans doute, à mon avis, et c'est ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer d'outiller le débat pour dire aux montagnards « emparez-vous de votre futur », et dans le même temps de dire aux urbains, au sens large, apprenez à comprendre ce que sont réellement les Alpes, et pas seulement à travers votre regard de touriste hebdomadaire quand vous allez skier. Voilà. Les Alpes, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est beaucoup plus complexe, c'est des gens avec des émotions, avec de l'argent investi, des gens dans les cimetières, c'est des lieux de vie. Et tant qu'on ne prendra pas au sérieux les sociétés alpines, sans doute que les sociétés alpines, certaines, ne voudront pas prendre au sérieux les conseils qu'on leur donne.
Pouvez-vous être cash avec celles et ceux que vous rencontrez, que vous accompagnez ? Du moment qu'on entre en contact avec moi ou quand j'entre en contact, il y a un écho favorable, il n'y a pas besoin d'être cash, on est sur un terrain d'entente. A priori, l'enjeu, c'est plutôt de convaincre ceux à qui je ne parle pas, par le biais d'une newsletter, par le biais d'un livre, et de dire, moi je suis là hier, je serai là aujourd'hui, et puis je serai là demain. Et on accompagne tout ça dans la durée et la longue durée. On entend beaucoup dans toutes les thématiques de transition des propositions de solutions et d'évolution, avec toujours comme vecteur ou comme objectif l'idée d'un développement plus durable, mais l'idée d'un développement. Il y a une part de schizophrénie dans ce que l'on essaie de faire dans la montagne de demain. Dans le cadre d'un développement par la croissance ? Par exemple. Disons qu'on est prisonnier un peu du totem de la croissance. Or, il apparaît que dans nos vallées, que ce soit le Valais, ça peut être la Haute-Savoie ou la Savoie notamment, la question du développement ne se pose pas. On fait partie des territoires les plus développés. Sauf avec certaines offres de transport comme le train. Mais en réalité, on a la 4G, on a des gens qui sont capables de vivre en montagne et ensuite de travailler en ville. On fait partie on est sans doute les montagnes les plus développées au monde. On est les montagnes les plus habitées, les plus aménagées. Donc déjà, l'hypothèse retour à la nature est pas possible. Puisque les Alpes qui existent sont des Alpes humanisées à 100%. Même le parc naturel de la Vanoise est une création humaine. Il n'y a plus de nature et plus de sauvagerie, disons. Démolir, détruire peut aussi être une perspective. Disons que les seuls qui ont tenté la démolition d'un modèle économique, c'est les soviétiques ou les maoïstes. Et la réponse est dans proprement cette expression, c'est-à-dire que les sociétés ne sont pas reprogrammables économiquement d'un claquement de doigts. C'est pas possible. C'est une catastrophe économique, sociale, culturelle, je dirais psychologique, voire même spirituelle. Donc, on ne peut pas détruire un modèle économique. On peut, dans un cadre capitaliste, l'adapter, on peut l'amender, on peut le réformer, moi j'aime beaucoup, plutôt que de parler de transition, c'est de prendre la bonne courbe. Et ça nous donne un mouvement. On doit prendre une courbe à cause du dérèglement climatique. Avez-vous le sentiment dans vos travaux de vous dire parfois le tourisme est mort ? Non, en revanche, ce qui peut être mis en cause, c'est le tourisme du XXe siècle. Un tourisme qui repose sur des touristes qui viennent parce que le produit est là, c'est-à-dire la neige. Donc ce modèle de sérénité qui fait qu'on est à peu près sûr qu'à partir de novembre, il y a une énorme chute de neige, puis ensuite en décembre, et ça peut couler tranquillement jusqu'à mars, ce modèle semble être un peu arrivé à la fin de son histoire. Mais c'est pas parce qu'il y a ce modèle qui a duré 50 ans arrive à la fin de son histoire qu'une autre histoire n'est pas possible. On doit accepter le temps long, même si parfois le dérèglement climatique nous oblige. Le temps long, c'est une boussole, mais ce dont on se rend compte avec le dérèglement climatique, c'est que le dérèglement, c'est aussi des événements très intenses. Donc on va aussi apprendre par saccades. Ça va être intense et de manière exponentielle. Et les Alpes vont devenir illisibles. Et étant donné qu'elles vont devenir illisibles, il va falloir se raccrocher au temps long du passé. Qui sommes-nous ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Quel est notre projet collectif ? À côtoyer beaucoup d'acteurs de la montagne, beaucoup d'hommes, presque que des hommes. Avez-vous le sentiment aussi que dans ces réflexions de transition, une montagne plus féminine peut être plus juste à terme et plus en phase avec ce qui nous attend ? D'un point de vue purement pragmatique, se priver de 50% de la population pour penser l'avenir, c'est une absurdité. D'un point de vue purement pragmatique, c'est absurde. Après, d'un point de vue éthique, c'est révoltant. Et enfin, on voit que la montagne des hommes du XXe siècle a produit ce qu'elle a produit. Elle a produit quantité de richesses. Mais dans le même temps, on se rend compte que peut-être il est temps de tenter une montagne à parts égales, sans doute. Je pense qu'on est mûr pour ça. Elle sera différente, cette montagne, si elle est plus féminine ou pas forcément, au-delà du visage ? En tout cas, à partir du moment où on accepte de donner la parole à 50% de gens en plus, elle sera forcément différente. Après, qu'est-ce que ça donnera ? Ça s'appelle la démocratie, je ne sais pas. Parmi les perspectives dans les Alpes, il y a les Jeux Olympiques de 2030, c'est aussi une boussole. Les Jeux peuvent-ils sauver la montagne ? Alors, je pense qu'il n'y aura pas de sauveur. Et un système où on attend un sauveur, c'est un système religieux. Et donc, s'il y a un salut, ça veut dire qu'il y a un enfer. Pour moi, les Jeux Olympiques seront, à mon avis, à la croisée de deux enjeux, c'est-à-dire quel type de JO pour quel type de territoire. Et si on se pose la question d'un territoire d'avenir avec des JO qui seraient pensés comme quelque chose, les JO du futur, disons, pourquoi pas ?
pourquoi pas. À partir du moment où les JO ont lieu, il va falloir immédiatement nourrir le débat pour justement que les JO prennent eux-mêmes cette courbe-là, et j'y crois. Il faut justement des grands événements ou un éclairage très fort sur la montagne aujourd'hui pour prendre conscience de ce qu'elle est et de ce qu'elle doit devenir. Cet éclairage-là fait sens. Ce qui est intéressant, c'est que les Grisons ont dit non 2 fois aux JO, et le Valais ont dit non aussi 2 fois, voire même 3 fois aux Jeux Olympiques. Dès lors qu'on demande aux populations si elles veulent les JO, on l'a vu avec Paris, elles refusent. En France, on est dans un modèle jacobin centralisé, où ce type de décision n'est pas prise. Où la tête décide. Où la tête décide parce que les grands projets d'aménagement ne relèvent pas de la démocratie, mais de l'État. Point. C'est un modèle français, vertical. Quel consommateur de la montagne êtes-vous, vous ? Je la consomme pas, je l'aime. Et donc on peut pas consommer quelque chose qu'on aime, on la respecte. D'ailleurs là, est-ce que la montagne est une personne ? Sans doute pas. Mais on aime bien être là, on aime bien voir des chamois, on aime bien marcher, on aime bien faire de l'alpinisme, on aime bien faire du ski, on aime bien lire à son chalet, on aime bien boire de l'eau de montagne, et on aime bien faire partie de la montagne plutôt que d'arriver un peu en hélicoptère en conquérant. Et sans doute la montagne de la conquête, masculiniste, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, fait partie du passé. En tant qu'historien, je suis content qu'elle fasse partie du passé. Comment êtes-vous venu un drôle d'historien ? Drôle d'historien dans le sens où sans doute c'est peut-être la majorité des historiens qui sont plutôt drôles par rapport à moi, dans le sens où beaucoup restent dans leurs archives et dans leurs fonds de bibliothèque à produire un savoir qui est certes scientifique, mais quand la société change, le savoir scientifique doit devenir aussi un petit peu plus agile et parler tout au long du changement. On le voit aujourd'hui, il pleut, demain il pleuvra peut-être pas, il fait chaud, donc quand le monde change, il faut être aussi capable en tant qu'historien de changer un peu son approche. On peut continuer à faire des recherches, publier un livre tous les 5 ans, à l'issue d'un travail scientifique et long, et c'est important la scientificité, mais dans le même temps, on doit inventer une façon d'écrire qui accompagne les territoires, les alpins, les alpines, tout à travers les montagnes que j'aime et qui me passionnent. Et il faut inventer une écriture et une réflexion au fil de l'eau, au fil des saisons, au fil du mois d'octobre, dont on ne parle jamais quand on pense aux Alpes, on commence à penser aux Alpes à partir de décembre. Aujourd'hui, cette transition fait peur, nous fige ? Elle nous fige dans le sens où le changement fait toujours peur, l'avenir fait toujours peur. Il nous rassure que si on estime qu'il sera synonyme du temps présent. Et j'aime beaucoup cette citation de Éric Duc, qui est un géologue valaisan, sans être d'ailleurs un cousin. Il dit « Quand on a peur du changement et qu'on ne change pas, à la fin on a et la peur et le changement. » Donc sans doute que ce n'est pas agréable d'y penser, c'est pas agréable de réfléchir à un modèle, si ce n'est alternatif, mais qui nous permette d'envisager le tourisme dans un écosystème un peu plus complexe. Tant qu'on ne se relèvera pas les manches, on aura encore beaucoup plus peur et on sera encore beaucoup plus braqué. Quel regard vous portez aujourd'hui sur les débuts de cette transition qui semble se déclencher d'une certaine façon ? Beaucoup de mots, peu d'actions, entre guillemets. Quel regard vous portez sur ce qui se fait déjà ? Déjà, on peut être fier qu'il y a quelques années, beaucoup étaient encore sceptiques sur le dérèglement climatique. Là, actuellement, il n'y a aucune partie prenante qui estime que le climat n'est pas responsable de ce qui se passe, qu'il y a non seulement un réchauffement, mais en réalité dans les Alpes, un dérèglement, puisque des fois il fait très froid, des fois il y a la pluie, c'est vraiment, on perd la boussole. En tout cas, il y a un consensus sur le fait qu'on a perdu la boussole, il y a un consensus sur le fait que la neige finira par se raréfier à un horizon X, il y a un consensus en tout cas sur la trajectoire climatique des Alpes. En revanche, on distingue encore des lieux où on se dit, encore pour 15, 20, 25 ans, on va tenter de persévérer dans le tourisme hivernal, pourquoi pas, mais il y en a d'autres qui se disent, osons l'étape d'après. Voilà. Et qu'est-ce qui peut se passer ? Parce que qui nous dit que le 15 ans sera pas 10 ans et que le 10 ans sera pas 7 ans ? Et je pense que petit à petit les choses vont se faire, parce que les montagnards, au départ, sont un peu durs à l'allumage, un peu conservateur, mais plus le temps passe, plus un voisin commence à changer, et on voit que certains voisins commencent à changer, en Tarentaise, en Haute-Savoie, en Valais, en Sud-Tyrol, etc. Quand le voisin change et qu'il réussit, sans doute qu'on se dit qu'on peut y aller aussi. Donc il y aura un changement par tache d'huile, et petit à petit ça le fera. Les Alpes sont à cheval sur plusieurs pays. Vous travaillez, vous, beaucoup en France, en Suisse, en Italie, mais aussi en Autriche. Comment ces regards différents, des montagnes aussi qui ont évolué différemment, vont peut-être adopter les mêmes transitions ou au contraire, chaque pays, chaque transition, chaque culture, chaque modèle ? Sans doute la gouvernance préexistant à l'arrivée même du tourisme, c'est-à-dire quel type d'autorité, quel type de pouvoir se sont emparés de l'objet tourisme dans les années
50-60, ou même dans certains pays, si on va dans les Grisons, dès les années 1870, ou même Zermatt, ou Chamonix, qui eux sont arrivés par l'alpinisme. Donc le temps de l'alpinisme, le temps du tourisme de repos, le temps du tourisme de santé, puis le temps enfin du ski alpin, puis du ski alpin industriel. Eh bien, à partir de la date d'entrée dans ce système touristique, les territoires vont s'adapter de manière différenciée. Un lieu comme Chamonix ne gérera pas la transition comme les Arcs. Donc je vois vraiment un changement à l'échelle, un peu comme on pourrait appeler un archipel. Il y a le Pacifique qui, lui, l'eau monte, mais toutes les îles ne sont pas touchées de la même façon. Les Alpes, c'est un peu pareil, elles se dérèglent climatiquement, et chaque lieu va trouver sa façon de faire à partir de ce qu'elle obtient encore actuellement. Vous avez le sentiment que ce sont les stations les plus basses qui vont nous aider à comprendre les enjeux de demain, parce que les contraintes sont déjà là et plutôt évidentes? La moyenne montagne a eu pendant longtemps la chance d'avoir de la neige et en abondance, et on le voit que la ligne pluie-neige, la limite pluie-neige est en train de remonter, et que pour avoir confiance en l'avenir, quand on a des stations de ski, il faut plutôt être au-dessus de 2000 mètres. Voilà. Un domaine skiable au-dessus de 2000 mètres, et quand bien même on a un glacier, ce glacier lui-même s'érode. Donc on est pris entre la limite pluie-neige qui remonte par le bas, le glacier qui fond en haut, et de fait, la moyenne montagne se pose la question, et parfois même est obligée d'y répondre, puisqu'il y a beaucoup moins de neige. Et on se dit qu'ouvrir les téléskis juste en janvier-février, ce n'est plus viable. Les faits s'imposent à certains lieux. La transition est un mot générique dans lequel on peut glisser beaucoup de choses. Certains imaginent que la transition n'aura de sens que si elle se fait dans une certaine douleur. Vous avez le sentiment aussi que c'est le clash qui fera avancer les choses? On essaie de rendre plus robuste un territoire plutôt que de faire une transition. Rarement on demande à des territoires de faire des transitions, et ce qui est étonnant, c'est qu'on demande aux Alpes de le faire. Et comme par hasard, ça ne fonctionne pas. Parce qu'une transition, sans doute, est très compliquée à mettre en place. Et le mot crispe beaucoup. On ne demande pas à Paris de faire sa transition, par exemple. Mais on attendrait de ces villes un peu créées ex nihilo qu'elles changent comme on appuierait sur un bouton. Or, c'est des sociétés, il y a des écoles, il y a la poste, il y a des enjeux économiques, du capital engagé, donc les territoires. Et la notion de transition me semble partir du mauvais pied par le terme même de transition. Une histoire qui portera peut-être plus sur l'été que sur l'hiver? Mais multiplier les offres touristiques, c'est pas une diversification en fait. On étoffe une offre, mais on ne se diversifie pas. La diversification, ce serait de s'ouvrir soit à l'agriculture, soit à l'industrie, soit à la société de services. C'est ça la vraie diversification. Et l'enjeu des territoires de montagne qui ont toujours du capital grâce au tourisme hivernal, ce serait d'investir cette rente qui existe toujours dans une diversification réelle. Exemple, pourquoi on n'aurait pas une grande station de ski qui investirait dans un tissu industriel de vallée ? Pourquoi Chamonix ne prendrait pas des parts dans la vallée de l'Arve? Par exemple, c'est ça la diversification. Quand vous exprimez ce genre d'idées à celles et ceux que vous rencontrez à Chamonix, dans la vallée de l'Arve ou ailleurs, c'est perçu comment? Il est fou ou il est intelligent? Non, c'est peut-être que là, on est encore dans la phase d'acceptation du fait que ce modèle du tourisme hivernal n'est plus viable dans la durée. Donc il y a la phase d'acceptation, puis arrivera la phase de la solution. Et si on veut être crédible, c'est pas seulement faire des constats, c'est offrir des solutions. Sinon c'est trop facile de scier la branche et puis ensuite dire qu'elle est coupée. Voilà. Donc le but du jeu, c'est de mettre un filet avant de la couper. Et donc c'est ce que j'essaie de faire. Vous êtes historien, nous allons en profiter. Nous entendons beaucoup en montagne, c'était mieux avant. Avez-vous la réponse, enfin, à cette question? Ceux qui le disent n'ont pas vécu cet avant-là. Ça peut pas être mieux avant. Ça veut dire déserts médicaux, femmes qui doivent accoucher de manière... Pour une anecdote, mon arrière-grand-mère a dû accoucher de mon grand-père à 2000 mètres d'altitude, a descendu le mulet à 1300 mètres d'altitude, alors qu'elle avait déjà perdu les os. C'était pas mieux avant. C'était pas mieux avant. On va de mieux en mieux, c'est juste que là on se rend compte que ce confort, cet point d'équilibre qu'on avait trouvé avec le tourisme hivernal, on est en train de le perdre. Donc c'était pas mieux avant, c'était bien avant. Avant, ce n'est pas possible d'y retourner de toute façon. Donc je pense que ce sera sans doute mieux demain. Ce sera mieux après. Forcément.